Bonjour, ravi de vous retrouver sur Europhilo après une assez longue interruption due notamment à des activités éditoriales que je viens d'achever avec un nouvel ouvrage qui est actuellement sous presse et qui sortira dans le courant de l'été. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et je voulais profiter de mon récent passage sur la chaîne Géopolitique Profonde pour procéder de la même façon que d'habitude, c'est-à-dire avec l'amitié de Raphaël Besliu, de pouvoir vous faire profiter de cet échange, de cet entretien, qui avait pour cœur de sujet l'enfouissement géologique du CO2, c'est-à-dire les opérations qui sont actuellement réactivées et stimulées par l'Union européenne pour procéder à un stockage géologique sous nos pieds, ou plus exactement sous nos océans, de CO2 dans le cadre de la politique de décarbonation. Et je trouvais assez amusant et assez instructif de me pencher sur ce procédé et l'activation faite par l'énergie dépensée et les subsides dépensés par l'Union européenne actuellement sur ce procédé et de le mettre en relation avec l'actualité géopolitique que vous connaissez, notamment focalisée sur le détroit d'Ormuz et sur les questions d'approvisionnement en hydrocarbures de nos sociétés, alors de toutes les sociétés, mais plus particulièrement des sociétés occidentales. Et je trouvais assez instructif de mettre en parallèle ces efforts déployés d'un côté pour pouvoir se rendre maître de l'approvisionnement énergétique des sociétés et de l'autre l'activité intense fourbie par l'Union européenne dans un processus qui est lui 100% stérile puisqu'il ne s'agit pas de développer quoi que ce soit mais de soustraire des éléments dans l'atmosphère pour pouvoir les piéger et les stocker géologiquement en utilisant en gros le même type de procédé que l'extraction pétrolière mais dans le sens inverse, dans le sens de l'injection et non plus du soutirage, dans l'injection souterraine avec toute une série de risques qui sont afférents. Donc une dépense d'énergie, une dépense de sommes colossales dans un procédé qui n'apporte absolument rien pour la société. Donc je trouvais intéressant de mettre en parallèle ces deux dynamiques. D'un côté la crispation autour de la maîtrise des hydrocarbures au sens géopolitique et de l'autre cette activité inouïe stimulée par l'Union européenne qui est dans un sens totalement aproductif ou contre-productif orienté sur le CO2. Alors, en ce qui concerne le CO2, je vous renvoie sur une précédente vidéo qui expliquait très en détail quel était l'esprit qui animait l'Union européenne autour de la lutte de la décarbonation et en particulier de la lutte contre les émissions de CO2 avec des appuis de texte dans lesquels je montrais que l'Union européenne avait une vision à géométrie variable de la nocivité climatique du CO2, c'est-à-dire de son potentiel de réchauffement planétaire, qu'elle était conduite à officiellement nier dans un certain nombre de textes. Alors pour cela, je vous renvoie à la fois sur une capsule vidéo qui a à peu près un an, que vous retrouverez dans l'historique des vidéos sur Europhilo, et bien entendu sur un des chapitres de la déconstruction européenne, dans lequel je traite très précisément de ces éléments, en questionnant les intentions, la pureté des intentions écologiques de l'institution et en le mettant en balance avec le fait qu'il s'agisse vraisemblablement de travaux spéculatifs pour une sorte de nouvelle version du trafic des indulgences. Donc voilà, j'en dis pas plus sur le déroulé de cet entretien, j'espère qu'il vous plaira. Nous avons à peu près un peu moins d'une heure d'échange nourri avec Raphaël sur le sujet. Et je crois quand même, je le dis une ultime fois, il est quand même très symptomatique de voir qu'au moment où l'Europe a accepté de se voir couper ses approvisionnements traditionnels russes, au moment où elle a cédé au chantage et qu'elle est totalement dans l'orbite de la fourniture par les États-Unis de tout ce qui lui est nécessaire pour sa propre industrie, au moment où se déploie l'autre conflit dans le Moyen-Orient, de voir que finalement la solution préconisée par l'Union européenne est cette sorte de marche forcée, de fuite en avant dans le stockage géologique du CO2, extrêmement énergivore,
non dénué de risques et extrêmement coûteux, mais qui est aussi une autre forme de taxation des entreprises qui évoluent dans le secteur de la prospection pétrolière. Donc tout ça est expliqué abondamment, et puis je pense que bon voilà, c'est dans ce moment de chaleur estivale, il est quand même assez intéressant de pouvoir mettre en regard les choix qui sont faits en matière de société par l'institution européenne et de constater que vraisemblablement nous assistons à une fin de cycle qui remet en question finalement les fondements du projet de société pour l'avenir. La décarbonation n'est pas un projet de société, c'est la négation d'un ancien projet de société et le détournement pour des pratiques spéculatives ou d'agiotage financier. Donc je crois que c'est important de le voir de manière très documentée et c'est l'occasion par cette discussion de pouvoir envisager ces éléments. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. Je vous donne rendez-vous vraisemblablement dans le courant de l'été ou à la fin de l'été au moment de la sortie du nouvel ouvrage. Et d'ici là, je vous souhaite de passer bien entendu d'excellentes semaines à la chaleur ou dans l'altitude et quoi qu'il arrive, que vous soyez en bord de mer ou que vous soyez sur les cimes, vous le savez, suivant la coutume d'Orophilo, demeurez vigilants. À bientôt. Je suis très content de recevoir à nouveau, ça faisait un moment que nous ne l'avions pas vu, Xavier Coquille, alias notre spécialiste de l'Union européenne par les textes. Et alors que nous avons l'actualité autour voilà, de la géopolitique, de l'énergie, de la guerre, du détroit d'Ormuz, il est important de se recentrer sur d'autres actualités, notamment celle de notre magnifique Union européenne. Mais tout d'abord, bonjour Xavier, et merci d'être présent sur cette matinale. Bonjour Raphaël, ravi d'être là. Plaisir partagé. Donc, comme je l'ai dit, là, on va pouvoir faire une chronique un petit peu spéciale qui va faire sortir de l'ordinaire de l'actualité géopolitique, mais qui est tout aussi importante. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir échanger sur un nouveau projet déjà mis en place, mais revenir un petit peu sur les focalisations de l'Union européenne. Et pour ce sujet spécifique, on va parler de stockage de CO2. De quoi allons-nous parler exactement? Parce que là, j'ai peur qu'on puisse non pas assommer, mais que les gens ne prennent pas conscience de l'importance du sujet. Mais ils vont s'en rendre compte tout de suite parce qu'on nous amuse avec Ormuz, si je peux lui dire, à propos de l'approvisionnement énergétique et de la prégnance dans nos sociétés du besoin de l'industrie pétrolière et gazière, hein, de l'approvisionnement en matériaux, en hydrocarbures. Et là, on s'aperçoit qu'on a un doublon, un travail qui est fait à l'échelle mondiale, mais dont l'Europe s'occupe très très fortement pour le continent européen, qui concerne le CO2 et qui est finalement une grande parenté avec l'extraction pétrolière, mais dans un schéma de miroir inversé, enfin d'effet miroir. On est totalement dans l'inverse, c'est-à-dire quand on cherche à avoir de l'énergie, on prospecte les sous-sols et les plateformes océaniques pour en extraire les hydrocarbures. Eh bien là, nous sommes dans une démarche totalement inverse, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes procédés pour pouvoir injecter dans le sous-sol du CO2 et pratiquer ce qui s'appelle dans le langage officiel le stockage géologique du CO2, plus connu sous le sigle de CSC, donc capture et stockage du CO2. Voilà la teneur de notre échange aujourd'hui, c'est de pouvoir détailler ce procédé qui concerne le CO2, qui est sans doute peu connu du public. Autant le public est au courant des quotas CO2, le public connaît les étiquettes énergétiques, les étiquettes ou les mentions concernant le degré d'émission de chaque produit qu'on achète, etc., avec son équivalent en CO2. Enfin bref, on est sensibilisé depuis plusieurs années à ce toxique qu'est le dioxyde de carbone et tous les éléments de valeur qui vont autour. En revanche, on ignore, pour la majeure partie du public, le fait qu'il y a un circuit industriel qui est un clone, mais inversé, du circuit pétrolier et qui a pour but non plus d'extraire des choses du sous-sol, mais d'y réinjecter ce fameux dioxyde de carbone selon des procédés dont on va parler. Mais ça, il me semblait important de mettre en parallèle, au moment où le focus est sur les approvisionnements en hydrocarbures du Moyen-Orient, la démarche qui est celle poursuivie par l'Union européenne,
qui est dans un schéma de pure inversion, avec les sommes, les projets, les textes, la réglementation qui a pour but de favoriser le stockage et l'enfouissement géologique du CO2. Mmh. Alors comme je l'ai dit, à chaque fois que nous réalisons des chroniques ensemble ou même lorsqu'on regarde les travaux de Xavier c'est à travers des textes, des documents pour voir directement ce qui est mis en place. Et là, quels sont les documents que nous allons utiliser pour pouvoir, continuer à faire ce point et présenter un petit peu, voilà, l'actualité de ce sujet-là? Alors, mon objectif, il est double. C'est d'abord d'expliquer, c'est bien sûr de faire référence aux textes, aux règlements, aux directives qui régissent cette orientation, mais c'est aussi pour montrer au public, par l'exemple, en quoi consiste de façon concrète, pratico-pratique, cet enfouissement du CO2. Donc, il y aura les deux éléments, hein, à la fois l'explication un peu technique pour pouvoir illustrer le schéma de principe de ce stockage pour que les gens s'aperçoivent de son inanité, en fait, de son côté assez délirant. Et puis, évidemment, y faire correspondre les textes, l'arsenal réglementaire de l'Union européenne qui encourage et qui rend obligatoire et qui a fixé des objectifs chiffrés de rendement à l'échelle de l'Union européenne pour ce type de processus. Alors, faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas l'Union européenne qui est à la racine de cette idée de stockage géologique du CO2. Ça, ça doit être raccordé aux décisions qui émanent des discussions à l'échelon international dans le cadre des conférences sur le climat, dans toutes ces réflexions d'organisations supra-étatiques et mondialistes qui ont déjà annoncé la couleur, si je puis dire, depuis de nombreuses années, au moins une vingtaine d'années, avec l'idée qui paraît simple lorsqu'on l'énumère, de dire, bon, ben finalement, si on accrédite l'idée que le CO2 a un potentiel de réchauffement planétaire, l'idée pourrait être de pouvoir épurer l'atmosphère d'une partie de ce CO2 et trouver un moyen pour pouvoir le stocker quelque part ou l'utiliser de telle sorte qu'il ne soit plus en gaz à effet de serre disponible dans l'atmosphère. Donc, il faut savoir que l'Union européenne a engagé dès 2009, a produit un texte qui est le texte fondamental pour cette idée de stockage géologique du CO2, qui est une directive dont je vous donne les références, la directive 2009-31 du Parlement et du Conseil, bien sûr, du 23 avril 2009, relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. Donc, là-dedans sont énumérés les principes qui régissent encore aujourd'hui l'action concrète de l'Union européenne, avec l'idée de pouvoir capter du CO2 et de pouvoir le véhiculer jusqu'à des sites géologiques qui auraient été choisis pour leur propriété et pour pouvoir y enfouir de manière définitive. Donc, ce n'est pas un stockage temporaire dans ce qui est présenté comme projet, c'est véritablement quelque chose qui engage au-delà de l'humanité puisque c'est définitif. Il ne s'agit pas de parler de siècles ni de millénaires, c'est l'idée d'un stockage perpétuel. Ce qui sonne contre-écologique pour mener une action écologique. C'est quelque chose d'assez original parce que c'est au-delà, d'ailleurs c'est anticipé dans les textes, hein, ils considèrent que la mémoire humaine va autour de 300 ans à peu près, donc il peut y avoir une stabilité dans le suivi des sites et dans le suivi des archives, dans le suivi documentaire sur 300 ans, et au-delà après c'est l'inconnu parce qu'on ne peut pas préempter on peut pas préempter ce que seront les millénaires à venir et la transmission de l'information et du suivi sur des pratiques qui affectent le sous-sol. Il y a une sorte d'effet d'oubli, si vous voulez, dans le déroulement de la présence humaine ou de son remplacement futur, peu importe. Mais enfin, je veux dire, avec le temps qui court, court également la possibilité de l'oubli et on ne peut pas garantir la stabilité d'un suivi par la société des sites qui auront été sélectionnés. On ne peut pas garantir ça au-delà d'une certaine durée qui est estimée à 300 ans. Voilà, à peu près. Mais donc, vous voyez, c'est une idée toujours pareille qu'on retrouve, c'est vraiment un leitmotiv dans le fonctionnement de l'Union européenne, c'est le caractère irréversible
des processus qu'elle initie. Il y a toujours cette notion, même si on progresse par petits pas, suivant la formule consacrée, mais c'est toujours dans l'idée de quelque chose d'irrévocable et d'irréversible. On ne pourrait pas revenir en arrière. On s'engage pour un objectif terminal. Voilà, il y a quand même quelque chose d'assez important à noter, me semble-t-il, dans cette infatuation, dans ce, cette réflexion sur à la fois engagé pour l'éternité et de manière irrévocable. C'est assez Mmh. effrayant quand on y réfléchit. Le fait que ce soit absolument permanent, effectivement, surtout que n'oublions pas, donc là on parle d'écologie, même s'il y a des changements, au niveau, du climat et qu'il y a aussi même des problématiques en termes de biodiversité, en termes d'écologie pure. Là, l'argument qui est donné, et bien, c'est qu'à l'horizon 2100, on est censé avoir une hausse de température de 1,5 degré minimum, C'est ça. ce qui, créerait, donc des changements absolument, colossaux. D'où le fait de vouloir d'ailleurs, uniquement dans certains territoires et certaines zones politiques, voire mettre en place des actions pour réduire l'impact de production de CO2. Ce qui C'est reste ça. toujours assez curieux d'ailleurs, je me permets ce commentaire, c'est que je trouve ça toujours intéressant d'avoir des pays certes développés, mais qui produisent ou polluent beaucoup moins, mettre en place énormément de solutions pour éviter la pollution, contrairement à d'autres pays qui sont en voie de développement ou qui ont une capacité industrielle absolument colossale. Qui représente un pourcentage complètement différent, beaucoup plus supérieur et qui n'applique pas ces méthodes-là. En fait, il ne s'agit pas pour moi de me lancer dans comment dire, l'analyse ou la critique ou du fondement même de la nocivité du CO2. D'abord, pourquoi? Parce que j'ai montré dans l'ouvrage, le dernier ouvrage qui s'appelle La déconstruction européenne, je consacre un chapitre entier à la question de la filière CO2 et la façon dont l'Union européenne a instauré un nouveau trafic d'indulgence, puisque j'ai repris cette expression pour donner en tête du chapitre. Hein. Donc, j'analyse les systèmes d'échange des quotas d'émissions, enfin, tout un tas de choses qui sont très détaillées. Mais je montre dans ce chapitre, texte à l'appui, que l'Union européenne, dans ses propres textes, considère quelquefois, enfin, a une façon de considérer le CO2 à géométrie variable. C'est-à-dire que dans ses propres textes, il lui arrive de considérer que le CO2 n'a pas de potentiel de réchauffement planétaire. Je donne notamment l'exemple des textes qui régissent l'usage des fluides pour les pompes à chaleur et pour les climatisations, où il est préconisé par l'Union européenne de supprimer les fluides, les réfrigérants à base de tétrahydrofluorure, enfin les THC, non, THF, peu importe le sigle, mais enfin, donc C'est HFC, je crois. THFC, merci. Les fluides qui sont à base de fluorure, dont les formules chimiques initiales natives viennent de Chine, bien entendu, et de le substituer par quoi? Par ce que l'Union européenne appelle des fluides qui n'ont pas de potentiel de réchauffement planétaire, et parmi lesquels figurent deux choses qui sont un scandale ambulant, si vous voulez. C'est en premier le CO2 et en deuxième le méthane. Donc, vous voyez, dans les textes même de l'Union européenne, on voit bien qu'il y a une géométrie variable sur la façon de qualifier le CO2 et sa potentielle nocivité climatique. Donc, je ne me hasarde pas là-dessus aujourd'hui. Mon idée, c'est déjà simplement de détailler le principe et la méthode de ce mouvement de Shadok. Je crois que pour nos aînés, ils verront très bien à quoi je fais référence, cette série graphique des années 60 où on voyait des sortes d'animaux stylisés dans un graphisme qui n'était pas très très heureux, mais on disait ils pompaient, mais ils ne savaient pas pourquoi. Ils étaient toujours à pomper et ils ne savaient toujours pas pourquoi. Ben, nous, c'est exactement pareil. On est en train de mettre en place tout un savoir, toute une connaissance, toute une technicité avec des sommes astronomiques qui sont dépensées pour pouvoir stocker du CO2, mais on ne sait pas pourquoi. En fait, puisqu'on est amené à la même institution est amenée à la fois à dire qu'il est nocif et quelquefois à considérer qu'il ne l'est pas et qu'il faut au contraire le promouvoir parce qu'il n'a pas de potentiel de réchauffement planétaire. Voilà, donc ça c'était un peu pour camper la chose et je trouve que la lecture
proposer cette lecture en ce moment, au moment même où toute l'attention internationale est focalisée sur l'approvisionnement énergétique, sur les ressources en hydrocarbures, sur le fait de pouvoir faire venir des matériaux issus du sous-sol, extraits du sous-sol, qui vont être des sources d'énergie ou des précurseurs pour pouvoir fabriquer des objets ou des matériaux, etc. Eh bien, la mise en parallèle, si vous voulez, de l'énergie humaine et du temps humain consacré par les uns et par les autres, la mise en parallèle, elle est quand même assez éloquente. Ici, en Europe, on n'a effectivement pas de pétrole et on va consacrer beaucoup d'énergie à enfouir du CO2, dont je vais expliquer le procédé pour que les gens saisissent bien l'ampleur du phénomène et son caractère, je le disais tout à l'heure, franchement délirant, quoi. Alors, délirant et colossal, et nous allons utiliser, pour pouvoir imager tout ça, ce ne sera pas qu'à l'oral, on peut Oui, rassurer nos spectateurs, oui, bien oui, évidemment, on va utiliser un rapport de l'INERIS qui est l'Institut national de l'environnement industriel et tout des à fait, risques, tout à un fait. rapport qui date de cette année, au mois de janvier, le 14 janvier, si je ne me trompe pas. Non, le rapport de l'INERI, c'est un rapport bien plus ancien Ah non, pardon, et 14 janvier 2025. oui, oui, voilà. Et se fonde aussi sur les travaux d'une autre entité. On a des organismes techniques en France qui sont très costauds, qui ont vraiment des gens qui sont spécialisés sur les risques, sur la géologie, sur la chimie, on a vraiment des compétences. Et sitôt que l'Union a produit la directive de 2009, qui donnait le cadre d'ensemble sur le stockage géologique, on a vu apparaître des travaux des rapports d'études de ces organismes pour pouvoir dire, bon, en quoi ça consiste ce stockage géologique du CO2, quels en sont les mécanismes et où se trouvent les risques éventuels de telles pratiques. Et ça, il faut être reconnaissant à la qualité de nos grands organismes techniques français d'avoir pu produire. Alors évidemment, c'est accessible au public, mais ça n'a pas connu une diffusion publique large, bien entendu. Mais on a des rapports de qualité qui permettent de mesurer clairement en quoi consistent ces procédés et quels sont les risques qui sont véhiculés, parce que des risques, il y en a autant le CO2 par lui-même n'est pas inflammable, n'est pas explosif, enfin, ne présente pas le même degré de risque que d'autres gaz que nous connaissons et que des hydrocarbures, bien entendu. C'est pas pour autant qu'il est dénué de risques, dont je vais faire un tête. Peut-être on peut commencer par ça d'ailleurs, simplement en faisant figurer le, la figure de la page 7, peut-être pour commencer, Tout à pour fait. camper Donc là, on le monte, hein, c'est le rapport donc, de l'INERIS, maîtriser le risque pour un développement durable. C'est la synthèse des connaissances sur les projets pilotes et sites de stockage de CO2 du 14 janvier 2025. Comme ça, nos spectateurs pourront aussi le consulter. Et nous allons tout de suite aller sur les graphiques images. Et donc là, ce Voilà. sera le premier schéma, c'est la première figure. Alors, que voit-on exactement? J'espère que ce Alors, sera que suffisant pour nos voit-on? Il faut spectateurs. mettre ses lunettes parce que là, je suis sur un tout petit écran cette fois. Alors, Mais, hop, je connais le principe. En fait, donc là, c'est simplement le récapitulatif à l'échelle continentale, puisque là, on montre l'enfouissement dans les couches géologiques terrestres. Mais il faut comprendre qu'il y a exactement le même type de schéma qui est conçu pour l'enfouissement subocéanique, hein, dans des couches profondes sous l'océan. Et c'est d'ailleurs ce qui est en majeure partie en usage. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un point de captage du CO2, ce que vous voyez figurer en surface. Alors, on représente une usine, par exemple, quelque chose où il y aurait un procédé industriel qui serait fortement émetteur de CO2, et on trouverait le moyen de capter, de retenir ce CO2. Alors, peut-être je parlerai de la façon chimiquement et physiquement très, très nocive et coûteuse des procédés pour y parvenir, parce que c'est pas simplement une épuisette, hein, il suffit pas de mettre un petit filtre pour pouvoir capter le CO2, donc c'est beaucoup plus compliqué, ce sont des réactifs chimiques ou des consommations énergétiques, enfin des procédés physico-chimiques qui sont très, très consommateurs en énergie pour y parvenir. Ensuite, il y a une phase transport pour véhiculer depuis le site de production jusqu'au site d'enfouissement ce fameux CO2. Et là, il faut prendre conscience que, encore une fois, c'est pas simplement j'ai mis un peu de CO2 dans mon cabas, j'ai un sac plastique, je le ferme et c'est bon. Non, il doit voyager sous des conditions, on appelle ça l'état supercritique, c'est-à-dire qu'il doit être à la fois comprimé pour pouvoir
occuper moins d'espace, donc il est comprimé à 15 bars, donc c'est quand même pas rien, et il est maintenu à une température basse, là aussi, pour quasiment le liquéfier, lui donner une forme de viscosité qui sera beaucoup plus adaptée pour le travail de pompage ou d'injection. Et là, il doit être maintenu à moins 30 degrés. Donc, rien que l'énumération 15 bars, moins 30 degrés Celsius, vous comprenez que déjà, ce sont des procédés qui engagent un équipement technique, un arrière-plan technique et aussi une consommation énergétique qui n'est pas nulle. Ça veut donc dire véhiculer par différents procédés, donc des camions-citernes, des bateaux lorsque ça doit traverser, les océans, ou des pipelines. Et vous veillerez, enfin, les auditeurs seront attentifs au fait que toute la terminologie et tout le support technique qui est utilisé pour le CO2 est exactement le même que celui qui est utilisé dans l'autre sens pour l'extraction pétrolière, c'est-à-dire des pipelines, des supertankers, des gazoducs. C'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse, pour pouvoir injecter dans des puits, à partir de puits, injecter en profondeur, parce que pour retrouver ces conditions de température, alors évidemment, plus on va au centre de la Terre, plus il fait chaud, donc c'est pas du froid, mais les conditions de pression qui permettent de liquéfier le CO2 et de le stocker dans des poches font qu'il faut au moins l'enfouir à au moins 800 mètres de profondeur, et en général, c'est plutôt autour de 1500, voire 2500 en subaquatique. Donc, vous voyez que là aussi, ce n'est pas juste un coup de bêche au fond du jardin pour aller enfouir une boule de CO2. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas neutres, et c'est notamment dans des couches géologiques spécifiques, puisqu'il est question qu'il reste piégé. Et ça fait partie des risques déjà, des risques connexes qui ont trait au fait de triturer le sous-sol et d'y injecter même quelque chose qui n'est ni explosif ni inflammable, ça n'est pas sans conséquence sur l'environnement profond. Pourquoi? Parce que la particularité du CO2, on l'a peut-être oublié, enfin, les plus anciens s'en souviendront, dans les années 70-80, le grand fléau écologique dont on parlait, c'était les pluies acides. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviendront. C'était notamment dû à la consommation des centrales thermiques en Allemagne qui utilisaient du charbon à plein gaz, si je puis dire, la sidérurgie de la Ruhr, etc., qui émettaient beaucoup de fruits de combustion du charbon, et qui se retrouvaient donc dans l'atmosphère, et par la pluie, le CO2 se retrouvait finalement associé à l'eau, dissous dans l'eau de pluie. Et la particularité, donc, lorsqu'on mélange de l'eau avec du CO2, c'est qu'on obtient des solutions acides. C'est-à-dire que le pH descend, le potentiel hydrique, le degré d'acidité descend jusqu'à 2, voire 3. Donc, plus le chiffre est bas, plus on est dans des éléments acides. Et donc, on se retrouvait à avoir de la végétation qui était attaquée par ces pluies, puisque quand elles tombaient, elles étaient acides, les gouttes d'eau, et elles attaquaient la végétation jusqu'à faire mourir un certain nombre d'arbres, etc., dans les forêts des Vosges. Bon, voilà, ça c'était l'idée rien n'a changé. La physique n'a pas évolué depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Les règles de l'acidification de l'eau par CO2 lorsqu'il y est dissous n'ont pas changé. Donc, ça veut dire que lorsqu'on l'injecte dans le sol au niveau de ce qu'on appelle les aquifères, les nappes phréatiques, etc., il y a une acidification des nappes phréatiques qui n'est pas sans conséquence. Alors, je propose peut-être qu'on passe à la figure qui se trouve à la page 37, page 26, pardon. Page 26, qui est un complément. Là, voilà. On figure retrouve 7 cette idée. Les différentes origines des fuites possibles pour un stockage géopolitique de CO2. Géologique. Ah oui, pardon, géologique. Oui. Mais c'est vrai que c'est la déformation professionnelle, mais tout ça est hautement géopolitique aussi, on va en parler. Mais donc là, on retrouve les couches géologiques et le schéma de visualisation avec la visualisation de tous les différents risques qui peuvent se produire. Alors, on ne va pas y passer 3 heures dessus, mais je veux quand même les mentionner parce que ça a été très documenté.
non seulement on a déjà des exemples, on a des homologues naturels avec toute l'activité volcanique. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur Terre où se trouvent des poches de CO2 qui sont enfouies et où on a pu observer ce qui se passait. Donc, avant même qu'on mette en place ces puits pour pouvoir stocker du CO2, il y avait la possibilité d'étudier à la fois sur les lieux d'extraction des hydrocarbures ce qui se passait et également au voisinage des lieux d'activité volcanique qui ont montré un certain nombre de risques qui étaient véhiculés par l'accumulation du CO2 en sous-sol. Alors, plusieurs risques. Le premier, ben, c'est la remontée, c'est la fuite, si vous voulez. C'est la remontée de ce CO2 de façon massive en surface. S'il a été stocké en grande quantité à un endroit donné, si jamais il y a une fuite et une remontée par les puits, on peut se retrouver avec une très forte quantité de CO2 à des endroits donnés. Comme le CO2 est un gaz lourd, il reste au sol, il peut s'accumuler. Et je le disais, bien qu'il ne soit ni inflammable ni explosif, il est par contre asphyxiant lorsqu'il y a une forte concentration. Et on a un exemple classique qui est cité à de multiples reprises, qui est de source volcanique, où on a eu exactement ce risque-là qui s'est déclaré, une catastrophe qui est survenue en 1986 au Cameroun à l'aplomb du lac Nyos. Il y a une formation géologique, il y a une activité volcanique autour de ce lac. En fait, en 86, d'un coup, il y a eu une remontée de 240 000 tonnes de CO2, de gazeux, remontée du sous-sol et qui s'est accumulé dans les vallées avoisinantes, puisque comme je disais, c'est un gaz lourd, il est resté dans les parties basses, dans les vallées à proximité de ce site, et sur 14 kilomètres à la ronde, il a tué 2000 personnes d'un coup et des dizaines de milliers de têtes de bétail parce qu'ils ont été asphyxiés. Donc, ce risque, il existe. Alors, il existe doublement parce que, et encore une fois, une capacité, dont je disais, le CO2, il est acide une fois qu'il est dissous, et il a également une réaction chimique avec le ciment, avec donc tout ce qui permet de consolider les tuyaux, les puits pour le forage. Et donc, il dégrade le ciment et donc il le rend fragile. En même temps, la pression qui est injectée dans le sous-sol est une source elle-même de sismicité. C'est-à-dire que le fait d'aller gonfler, on peut le comprendre, hein, on va gonfler une couche géologique en sous-sol, eh ben, il va bien falloir que ce volume, même compacté, eh ben, il a une réaction physique sur les autres couches, il fait bouger, il gonfle, ça remonte, et il y a des occasions de sismicité qui ont des risques hein, sur l'échelle de Richter qui avaient été appréhendés, qualifiés, et pour lesquels les organismes dont nous parlions, l'INERIS, etc., ont alerté parce qu'il y a un risque réel là-dessus. Il y a enfin le risque de dissolution d'un certain nombre de composés qui seraient dans les nappes phréatiques, mais qui étaient sous forme solide, et qui, par la modification chimique avec l'acidité plus forte, l'arrivée du CO2 perturbe l'équilibre physico-chimique à l'intérieur de ces nappes et est susceptible de relibérer des métaux lourds dans les nappes aquatiques et de ce qu'on appelle aussi des actinides, donc qui sont d'autres composés chimiques qui ne sont pas bons pour nous, en particulier, on peut citer notamment l'arsenic, etc., qui seraient libérés dans des nappes d'eau potentiellement donc les polluants et engendrant un risque pour la consommation si jamais on venait à les utiliser parce que on a là une lecture verticale, hein, on injecte en haut et on va vers le bas, mais en réalité, une fois que ce gaz est injecté dans une poche, il a une possibilité de migration latérale qui est désignée sur le schéma, on le voit avec les différentes flèches, et il peut donc fissurer la roche, en dégager des composés qui sont toxiques et contaminer euh, à des distances importantes par rapport au point d'injection. Ça Donc commence à c'est faire quand un même cumul important. important en termes de risque quand même. Tout à fait, tout à fait. Je crois que bon, il faut bien signaler ça. Et alors maintenant, on peut le coupler avec disons la question du convoiement. Comment est-ce qu'on va convoyer ce CO2 en utilisant
des pipelines, des bateaux, des tankers. Alors oui, ça, oui, bah, allons-y. Ça, c'est la carte qui C'est est la peut-être un peu trop traduction. rapide, mais c'était pour anticiper. Non, 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 mais c'est très bien, c'est très bien. En fait, c'est intéressant de localiser. Donc là, c'est le bilan qui a été fait donc récemment de tous les projets qui étaient, enfin, ou des sites qui étaient déjà en service. Il y en a très peu pour le moment, mais ceux qui sont sur le point d'être mis en service, parce que ça me permet de reboucler. Là, on quitte le principe lui-même pour reboucler avec les objectifs propres à l'Union européenne et ce qui a été déterminé au niveau de l'Union européenne. C'est des objectifs qui ont varié. En 2009, on était très enthousiaste. On envisageait d'avoir stocké 160 millions de tonnes de CO2 dès 2025. Bon, ça ne s'est pas produit. Et là, au jour d'aujourd'hui, nous avons des objectifs formulés par la Commission dans le règlement de 2024, le règlement UE 2024/1735 du 13 juin 2024, des objectifs qui disent pour 2030, notre objectif, c'est 50 millions de tonnes par an qui seraient enfouies, donc de CO2, en stockage géologique. Mais nous avons également des objectifs pour 2040 et pour 2050. Donc 50 pour 2030, 200 pour 2040, 200 millions de tonnes et quasiment 500 millions de tonnes pour 2050. Donc, ce sont des objectifs ambitieux. Et D'accord. on le rappelle encore une fois pour les spectateurs, on parle d'un stockage qui est permanent. C'est pas un C'est ça, stockage qui après se diffuse ou se recycle ou autre. On parle de stockage permanent. Ça commence à faire beaucoup quand même. c'est ça, c'est ça. Et donc là, vous voyez rassemblé sur cette cartographie, à l'échelle de l'espace économique européen, puisque vous voyez figurer la Norvège et l'Islande, qui ne sont pas des pays membres de l'Union européenne, mais qui appartiennent à l'espace économique européen. C'est-à-dire, ils sont quasiment assimilés. Ils n'ont pas les inconvénients, mais ils savent tirer les avantages. Notamment, je tire l'attention sur la Norvège. Il faudra quand même pouvoir se questionner, enfin, et investiguer un peu plus sur l'élément géopolitique de la place de la Norvège dans l'articulation entre les États-Unis, l'Europe, etc. Il y a quand même des choses, y compris dans l'affaire Epstein, qui sont tout à fait propres à ce petit pays en termes de population, puisqu'il y a moins de 5 millions d'habitants, mais extrêmement riche de par les ressources pétrolières et les hydrocarbures, impliqué, comme on le sait, dans le sabotage des pipelines Nord Stream 2. Enfin bref, il y a des éléments géopolitiques très importants. Et vous voyez que, comme par hasard, ce pays qui est un champion de l'industrie pétrolière se trouve être un de ceux qui a le plus de projets ou d'éléments, de sites de l'enfouissement du CO2. Vous voyez qu'il y a une grande poche aussi autour du Royaume-Uni, de l'Angleterre, qui là aussi a l'expérience des forages pétroliers en mer du Nord, pour les mêmes Mhm. raisons. Vous voyez le Danemark aussi. Donc tout ça autour de la mer du Nord, l'Islande aussi pour sa part. Et puis après, pas grand-chose dans les autres pays européens, à l'exception de la Croatie. On se demande bien pourquoi, si ce n'est que la Croatie a toujours eu un rapport très très particulier avec l'Allemagne et qu'on pourrait considérer que c'est finalement le pays, le site qui dédouanerait l'Allemagne pour atteindre ses objectifs en termes d'enfouissement du CO2. Hein, on délocaliserait l'enfouissement du CO2 issu des productions allemandes. Hein, on peut l'envisager comme ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs dizaines de sites qui ont été identifiés et qui sont en cours d'aménagement pour pouvoir répondre à l'objectif de 2030 et il y aura encore d'autres sites qui seront sollicités. Alors, ce qui est important de noter, c'est que pour parvenir à ça, l'institution sollicite qui? Elle sollicite les compagnies pétrolières. C'est-à-dire qu'on a identifié en Europe 44 compagnies qui opèrent, qui ont des puits ou des éléments d'extraction pétrolière ou gazière dans l'Union européenne, 44 compagnies, et on les taxe, on leur demande d'abord de faire un inventaire des sites qu'ils exploitent
qui arriverait en bout de course, parce qu'il est apparu que finalement, et c'est là que pour certains tenants de l'écologie se pose un problème, donc il y a parmi les militants écologistes des gens qui sont extrêmement critiques à l'égard de l'enfouissement géologique du CO2. C'est assez curieux, mais Mhm. je vais expliquer pourquoi. C'est assez curieux parce que c'est censé être un objectif éminemment écologique, le fait de supprimer du CO2, et vous avez des écologistes qui ne veulent pas procéder à l'enfouissement géologique. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils dénoncent le fait que les compagnies pétrolières utiliseraient ce biais pour pouvoir achever d'exploiter les gaz qui sont dans les poches de sites qui arrivaient en fin de course. Parce qu'en réalité, c'est un peu les vases communicants, si on se met à injecter du CO2 dans une poche de méthane, eh bien en fait, on va pouvoir récupérer le méthane restant, il va monter et on aura mis du CO2 et on va pouvoir récupérer du méthane. Donc on suspecte avec des taux d'amélioration de rendement entre 30 et 60% par rapport à ce que ce site produit sans injection de CO2. Donc, c'est tout à fait considérable. Et donc, un certain nombre de, de tenants écologistes critiques disent finalement, on est en train de financer les groupes pétroliers, bon, même si on les taxe quand même. Mais enfin bon, eux ils disent, on finance les groupes pétroliers pour qu'ils puissent finalement avoir récupéré plus d'hydrocarbures sous prétexte d'enfouissement géologique du CO2. Donc vous voyez, même au sein de la filière écologique, il y a un courant critique à l'égard de l'enfouissement géologique du CO2. Mhm. Voilà, donc ce qui j'en ai fini en gros avec les éléments techniques. Si, alors je peux dire juste quelques rappels. Euh, les trois sites qui vont, donc il y a déjà le site majeur qui est déjà en service, est un site qui est au large de Bergen en Norvège, donc dans la partie océanique, où l'Union européenne a contracté depuis 2020 pour pouvoir, ça s'appelle Northern Light, aurore boréale. C'est un site dans lequel il y a plusieurs compagnies pétrolières qui participent, dont Total. Et donc, il y a un enfouissement géologique qui a lieu. Donc, vous avez un terminal d'acheminement du CO2 à Bergen. Ensuite, vous avez un pipeline qui part pour pouvoir, à plusieurs kilomètres des côtes, enfouir à 2600 mètres de profondeur ce CO2. Donc, voilà comment ça se passe. Et donc, dans la foulée de ce site norvégien, trois sites sont, pour des pays membres de l'Union européenne, sont en cours d'aménagement. Donc, en Hollande, au Danemark et en Grèce, le site de Prinos, avec des capacités qui sont relativement faibles, mais qui sont en train d'être aménagées. Tout est fait comme si. Donc, on a des équipements et on a donc une infrastructure. Il est question de réaliser, il y a un programme européen pour réaliser des pipelines spécifiques, donc des des CO2 lines. Il y a des aquifères, mais là, il y a des dioxydes de fer, enfin, pour le transporter le CO2. Il est prévu de faire 7300 km de lignes de pipeline pour véhiculer le CO2 entre les lieux de production et l'endroit d'enfouissement. Donc, c'est tout à fait considérable. Je rappelle pour mémoire que Nord Stream, le gazoduc ne fait que 1200 km de distance entre Oui. le terminus en mer du Nord en Allemagne et la source russe. Donc là, il est prévu de faire, pour commencer, 7300 km et on arriverait à plus de 20 000 km de pipeline pour véhiculer du CO2. Il faut savoir qu'il est prévu dans les textes dès 2009 des chaînes de responsabilité en cas de fuite, y compris dans le transport du CO2. Je ne sais pas comment on pourra l'appréhender, mais en fait, on a poussé la logique, si vous voulez, on a utilisé tout l'arsenal de notre société dans le cadre capitaliste classique, capitaliste productif, toutes les règles de droit, le recours à toutes les technologies, etc. On l'a mobilisé pour cette production qui est une anti-production. On est dans un effet néant. Puisqu'il n'y a rien à en tirer concrètement. Ça n'apportera aucune énergie, ça ne permettra de créer aucun objet. On peut discuter même
la validité du risque qui est porté par la molécule elle-même de CO2 sur l'atmosphère et sur son potentiel de réchauffement climatique, puisque l'Union elle-même considère que ça n'a pas de potentiel de réchauffement climatique. Donc, Ce vous qui n'a voyez, aucun sens. on alimente tout un circuit sur du vent et on mobilise tous les segments traditionnels de nos sociétés du progrès scientifique, de la consommation, voire de la surconsommation, bien entendu, autour de quelque chose qui est du vide. Je ne sais pas comment le tourner, mais vous voyez, je veux en venir à je veux en venir à caractériser de façon philosophique cette sorte d'aberration qui est tellement évidente lorsqu'on décrit la solution technique, lorsqu'on met en jeu les coûts, ce que coûte le traitement à la tonne de CO2, ce type de procédé, pour ce qu'on en attend à l'issue. On a l'impression que l'emballement de la machine maintenant pompe à vide, ça tourne à vide. On a la sensation qu'on a atteint l'emballement du capitalisme productif classique qui est né, qui s'est répandu au 19e siècle avec les révolutions industrielles, qui a conquis la planète, qui a fait circuler des marchandises partout à l'échelle de la planète, qui était toujours en quête de débouchés, puisque c'est ça à la fois la dynamique du capitalisme, mais sa maladie, puisqu'il faut en permanence trouver des débouchés pour préempter l'avenir, pour avoir des économies d'échelle, pour avoir des rendements meilleurs, pour avoir de l'argent en plus. Et là, on a la sensation qu'on utilise le même formatage intellectuel, les mêmes concepts, les mêmes outils, les mêmes méthodes, mais que la machine tourne à vide. Parce Tourne que à vide, clairement, tourne à oui, vide, mais à mon avis, va pouvoir générer beaucoup d'argent pour des entreprises privées quand même. tout à fait. Mais comme chaque fois, il y a toujours des profiteurs ou des parasites ou des gens qui sont bien informés. Il y a des logiques boursières. Mais si je le vois à l'échelle de l'ensemble en termes de projets de société, en Oui, termes de ça n'a projets absolument aucun sens, oui. en projet collectif. Le projet collectif de la société industrielle, il n'a pas été concerté. Il est le fruit d'une dynamique des sociétés humaines à une période donnée. Mais ça n'empêche qu'il a une trajectoire qu'on peut observer maintenant, puisqu'on a le recul historique. Et donc, si on fait la même chose pour intégrer ce choix d'enfouissement du CO2, on s'aperçoit qu'il est le révélateur. C'est comme un effet miroir pour dire bon ben on n'a rien changé, mais on tourne à vide. Donc, on a bien conscience que la quête de débouchés, bon, ben, clairement, à moins de trouver des martiens pour pouvoir avoir de nouvelles populations à démarcher, les process industriels, bon, ben, c'était assis. La société du progrès scientifique et de la diffusion des produits de consommation courante, s'était assis sur le fait d'exploiter des populations qui étaient le prolétariat lorsque c'était sous nos horizons, éventuellement les ressources coloniales lorsque c'était encore sous domination occidentale, et puis ensuite on a fermé les yeux avec une hypocrisie scandaleuse en transférant aux petites mains asiatiques ce prolétariat qui avait disparu de nos latitudes occidentales. On a toléré qu'il y ait les petites mains asiatiques pour faire des baskets, pour faire des ordinateurs, des téléphones, etc. Mais tout ça, le système, on voit bien qu'il est en train de se gripper. Il n'y a qu'à voir l'évolution en Chine de la baisse de production, etc. Enfin, on voit bien qu'on arrive au terme d'un circuit. Et là, quelque part, on a la révélation presque alchimique, au sens de vouloir transformer du rien en argent, en or, c'est de l'alchimie finalement, de transformer. C'est plus la pierre philosophale, c'est la pierre dioxydophale, je ne sais pas comment on pourrait la caractériser, mais de prendre ce prétexte du CO2 pour faire des circuits de valeur, puisqu'on caractérisait bien ça comme une chaîne de valeur du CO2. Hein. Ce sont les termes officiels qui sont utilisés les documents de l'Union européenne réglementaires, c'est de vouloir aboutir à une chaîne de valeur du CO2. Donc, ce qui est normalement présenté comme un déchet ou un nuisible doit incarner une chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il est générateur de valeur.
C'est ça l'objectif. Et on voit quand même que la direction qui est prise va vers le néant, puisque, je vous dis, à nouveau, c'est les Shadocks. On va consacrer beaucoup d'énergie, et encore, je n'ai pas encore parlé des procédés qui sont utilisés pour le capter, le CO2, qui sont extrêmement toxiques avec l'usage parce que c'est des systèmes d'oxydoréduction. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais simplement comprendre que non seulement c'est extrêmement énergivore, coûteux, et en même temps potentiellement toxique parce qu'on utilise des substances qui sont dangereuses elles-mêmes. Et tout ça, pourquoi? Pour rien. Et c'est ça qui est fascinant, si vous voulez, dans cette thématique-là. Et je m'arrêtais là-dessus. Hein. C'est simplement, voilà, maintenant, mettons en parallèle cette crise sur l'approvisionnement en hydrocarbures, cette volonté de couper également l'approvisionnement avec la Russie pour l'Occident. Il y a une crise plus symptomatique et plus générale du projet de société qui animait l'Occident, c'était celui du développement industriel et de la société de consommation, qui a été poussé à son paroxysme par le modèle américain, la société de la surconsommation, avec la généralisation de ces supermarchés, de la surconsommation du véhicule, passer des heures dans les embouteillages, à ces énormes bretelles autoroutières hein, qu'on voit aux États-Unis, où vous avez 15, 20 fils, 20 voies dans chaque sens, etc. Ces traductions extrêmes du modèle capitaliste productif à quoi il aboutissait. Et maintenant, on est dans la partie, on pédale à vide au niveau européen, et on est dans un retournement où finalement la seule richesse qui apparaisse, c'est l'anti-humanisme. C'est il n'est de richesse que d'homme, mais pas pour l'épanouissement de l'individu, mais au sens de l'exploitation du troupeau. Donc on retourne l'aphorisme de Jean Bodin, hein, il n'est de richesse que d'homme. Là, c'est l'inverse. Enfin, comment dire, c'est la même phrase, mais dans un sens totalement miroir, satanique quasiment, puisque en fait, la seule richesse, c'est d'exploiter ce que nous sommes en tant qu'hommes nus, en tant qu'existence, en tant que données numériques. Et donc, ça remet en question la représentation de la liberté individuelle, puisque l'humanisme était celui de l'épanouissement de l'individu, de la création de son autonomie politique, de sa réflexion artistique, de son dépassement, de la transcendance de l'individu par les moyens qui lui étaient accessibles, par la science, par l'art, etc. Et là, on va dans un sens d'exploitation du troupeau, au sens de simple animal en vie dont on exploite les substances vitales, les sucs, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient physiques, et qui donc s'accompagne d'un mouvement inverse qui n'est pas celui de l'émancipation, mais qui est celui de l'obéissance, qui est celui de l'ordre, qui est celui de la canalisation, des prescriptions, des objectifs chiffrés, et d'aucune brebis qui soit égarée. En fait, tout doit être rassemblé dans le troupeau pour pouvoir correspondre à une vision donnée et à un rendement de l'humain. C'est pour ça qu'on est dans une dynamique orwellienne maintenant, où tout, vous voyez, l'inversion orwellienne, le terme est un peu galvaudé, mais pour les gens, ça parle bien, de dire c'est le contraire de ce qu'on profère. Ben là, oui, c'est exactement ça. On veut couper avec les hydrocarbures, mais on va utiliser exactement la même méthodologie, mais on inverse le sens du robinet pour injecter du vide. Voilà. C'est exactement la même chose, mais pour produire de quoi? Du rien, du vent, de nihilisme. Et donc, je crois que c'est quand même assez symbolique et ça résume assez bien notre condition très clivante en ce moment, crispée, de basculement, où il y a à la fois cette tension nerveuse autour des hydrocarbures, parce qu'on voit bien que c'était notre substance vitale pour le système antérieur. La contradiction de ça, c'est de pouvoir avoir un message écologique qui en soi est soutenable. Le gaspillage, la pollution, les éléments irréversibles, bien sûr, c'est blâmable, mais donc qui aboutit à une dynamique du vide. Et on a simultanément, si vous voulez,
ce mouvement de Shadok et cette tension, cette crispation géopolitique autour des restes des hydrocarbures et donc les guerres qui vont autour, tout ça n'est pas incompatible. On comprend bien pourquoi ça se produit, mais l'ensemble est révélateur de la situation critique de nos sociétés qui sont en train de changer de projet. Et malheureusement, la direction qui est prise, c'est celle de l'exploitation de l'humain, de façon générale, du corps en vie, et ça s'accompagne d'un durcissement de l'ordre, d'un raidissement de l'ordre qui est maintenant rendu possible par les ressources numériques et qui sera sans doute l'objet d'une discussion ultérieure et de travaux futurs. Voilà. Absolument. On est Et peut-être parti un peu planer un peu loin, mais c'était l'idée de dire, voyez, voilà, sortons d'Ormuz 5 minutes sans le quitter pour autant et replaçons-le dans un contexte plus général, tout en se focalisant sur ces démarches précises, concrètes. On n'est pas dans des élucubrations, hein, ce sont véritablement des textes, des règlements européens, et on y va vraiment. C'est régi, c'est phasé, et il y a de l'argent dessus, et il y a des solutions industrielles, il y a des cerveaux qui sont triturés pour arriver à quelque chose qui est au final du réel. absolument, on parle quand même d'un projet absolument colossal, même si en termes de diffusion, il peut sembler de niche, c'est-à-dire le commerce et le stockage donc du CO2, mais on se rend compte du projet absolument voilà faramineux. Oui, Pharaonique c'est ça. qui va être développé malheureusement. Et pour ça aussi, on peut reprendre, je le rappelle, donc vous pouvez retrouver ces éléments dans l'ouvrage de Xavier Coquille, qui est donc la déconstruction européenne. Pour synthétiser un des aspects, je vais reprendre simplement une des phrases du livre. On évoquait la question des gazoducs dédiés, la question des gazoducs est aussi dédiée. Donc, pour citer l'ouvrage, un programme d'infrastructure modélisé par les services de la Commission avec un horizon de réseau, on le rappelle, de 7300 kilomètres pour 2030, 19 000 pour 2040, beaucoup mieux que feu Nord Stream 2 et ses maigres 1222 kilomètres. Et c'est là où la conclusion est importante. En revanche, ce n'est pas avec de tels équipements que les Européens pourront se chauffer avantageusement l'hiver. Voilà, parce que ça aussi, c'est, n'oublions pas, pour revenir aux fondamentaux, le déploiement de certaines technologies, de moyens, ça rejoint tout l'aspect, la conclusion qui était vraiment de la philosophie politique à la fin, hein, mais qui continue C'est ça. à donner des arguments et une belle structure pour pouvoir combattre ou en tout cas résister contre ce projet européen, qui me permet de faire un tout dernier appel aussi, parce que vous le voyez derrière moi, il y a la revue mensuelle. J'espère que Xecoki pourra revenir très bientôt dans la revue. Je sais qu'il prépare différents textes pour son propre travail, mais aussi avec ce qu'il a déjà pu réaliser pour Géopolitique Profonde. C'est aussi le sujet de la revue de juin, avec l'article de Pierre-Antoine Plaquevent, Projet Gaïa, le déclin terminal de l'Europe. On en revient à ces notions, encore une fois, d'écologie à moyen, long terme, et les sacrifices que ça représente pour le bétail humain. Voilà, tout simplement. C'est ça. Il est difficile de prôner la parcimonie, la rigueur et comment dire, pour des populations, la masse des populations, de devoir les privations pour la masse de la population, quand on sait par ailleurs qu'il y a une débauche de moyens technologiques et de finances pour des projets qui n'ont pas pour but de servir l'humanité en réalité. Et donc c'est ce contraste qui est saisissant. Alors oui, j'espère on pourra traiter les éléments de façon écrite dans la revue parce que mon travail est terminé là sur le programme éditorial que j'avais engagé depuis ce début d'année et nous aurons le plaisir d'en reparler, mais il y a un nouvel ouvrage qui est sous presse et dont je peux déjà dévoiler en avant-première chez vous le titre qui s'appelle Le Nouvel Ordre Numérique et où je suis amené à traiter précisément tout ce faisceau de dispositifs, portefeuille d'identité numérique, vidéosurveillance algorithmique, le passeport digital produit, facturation électronique, ça c'est plutôt annexe, mais enfin, c'est un tout. Tout ça sera explicité pour que les gens comprennent que c'est le façonnement d'une société nouvelle et d'un nouvel ordre, ou un ordre nouveau, ça dépend ce qu'on privilégie comme référence historique, dont nous serons à la fois la cheville ouvrière, mais également les victimes. Voilà. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ça sera pour la sortie courant de l'été et à la rentrée qu'on pourra en parler plus longuement.
Eh bien, que de bonnes nouvelles, en tout cas, que de bons sujets que nous traiterons, mais ce sont des sujets qui sont, voilà, plus sérieusement fondamentaux. Il y a des transformations en cours. Donc voilà, ce nouvel ordre numérique est en train d'apparaître. On a pu là aborder différents points qui représentent ce grand changement structurel. L'Union européenne, sa transformation par les textes. Donc encore une fois, merci Xavier Coquille pour cette chronique et ces différentes participations. Au plaisir de vous recevoir pour présenter le prochain ouvrage qui sortira bientôt et surtout, voilà, aussi pouvoir continuer à dénicher des sujets comme ça qui ont peut-être du mal à être mis en avant ou à être découverts par soi-même lorsqu'on veut regarder l'actualité, qui permet de prendre une certaine distance avec les sujets chauds, on va dire brûlants du moment, mais en restant toujours axé sur la compréhension de la grande transformation actuelle. Donc c'était absolument passionnant de mon côté. En tout cas, je vous remercie Xavier pour cette participation. Merci encore, Raphaël. Avec